Donc à partir de là, puisque notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est pensé, ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et ce qui est de l'ordre de l'expérience réelle, et qu'en plus on sait qu'on a environ une pensée à la seconde, 60 000 pensées par jour, eh bien on se rend compte qu'en fait on vit essentiellement dans l'imaginaire, dans un monde de pensée, dans une abstraction mentale. Et on ne peut pas être à la fois dans le réel et dans cette abstraction. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver et je voulais approfondir ce que j'avais abordé dans la vidéo précédente au sujet de la polarisation de nos expériences, la façon dont on peut interpréter ce que nous vivons. Ça c'est bien, ça c'est mal, là il m'est arrivé quelque chose de négatif, il m'est arrivé quelque chose de positif, je l'ai bien pris, je l'ai mal pris, j'aime ça, j'aime pas ça, etc. Alors pour aller plus loin, on va aborder l'angle de la pensée. Plutôt on va approfondir l'angle de la pensée. Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'on a environ 60 000 pensées par jour. Alors si on compte les heures de sommeil, pour une moyenne de 8 heures, ça veut dire qu'on est en veille environ 16 heures par jour. Donc si on fait le calcul sur une base de 16 heures, on s'aperçoit que 60 000 pensées par jour, eh bien ça fait environ une pensée par seconde. Si on le dit autrement, ça veut dire qu'on est tout le temps en train de penser. Et peut-être vous l'avez déjà vu également, mais le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est pensé, ce qui est imaginé, ce qui est visualisé et l'expérience réelle. C'est quelque chose notamment qui a été démontré par les recherches en neurosciences. Et c'est comme ça, par exemple, que les sportifs de haut niveau peuvent se préparer simplement sur le plan mental. En tout cas, la visualisation, l'imagination est de plus en plus utilisée par les sportifs professionnels et en période de blessure, en période de récupération, quand ils ne peuvent pas faire leurs mouvements habituels, eh bien, ils vont les faire simplement par la pensée. Donc par exemple, eh bien, un sprinter, il va s'imaginer en train d'être sur la position de départ, puis de s'élancer, puis de sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée, en imaginant bien tous les mouvements de son corps, en revenant aux sensations qui l'accompagnent, etc. Et donc il a été démontré que ça donnait quasiment les mêmes résultats que si la personne s'entraînait sur le plan réel. Donc à partir de là, puisque notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est pensé, ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et ce qui est de l'ordre de l'expérience réelle, et qu'en plus on sait qu'on a environ une pensée à la seconde, 60 000 pensées par jour, eh bien on se rend compte qu'en fait on vit essentiellement dans l'imaginaire, dans un monde de pensée, dans une abstraction mentale. Et on ne peut pas être à la fois dans le réel et dans cette abstraction. Au début des années 2010, à l'époque, avec un groupe d'amis, on avait décidé d'organiser régulièrement des méditations en commun. Et l'un de ses amis, qui travaille pour un grand centre culturel à Paris, avait une bonne connaissance de la philosophie, une très bonne connaissance des cultures bouddhiques, zen.
Et donc il connaissait toute une variété d'exercices intéressants à nous proposer pendant nos méditations, avant nos méditations ou après nos méditations. Et on le laissait donc diriger les séances. Et d'ailleurs, déjà peut-être une petite remarque, c'est que moi qui méditais déjà depuis longtemps à cette époque-là, j'avais d'ordinaire l'habitude de méditer les yeux fermés, comme beaucoup d'ailleurs, en tout cas en Occident. Et puis cet ami-là, il nous avait introduit à la méditation avec les yeux à moitié ouverts. Et effectivement, lorsque vous regardez des représentations traditionnelles du Bouddha, notamment dans le bouddhisme tibétain, mais aussi en Thaïlande, bien souvent vous voyez que les représentations de Bouddha présentent un individu qui peut-être est assis en position du lotus, mais qui n'a pas les yeux complètement fermés. Il a les yeux mi-clos ou à moitié ouverts. Pourquoi ? Eh bien, ça démontre le fait qu'il est autant présent à sa dimension interne qu'à la dimension externe. Il observe son monde intérieur avec tout ce qui émerge en lui, tout ce qui émerge dans son esprit, tout ce qui émerge dans son champ de conscience, mais il n'est pas coupé du monde qu'il y a autour de lui. Et donc c'est très intéressant parce que souvent les personnes en Occident, elles vont avoir tendance à être attirées par la méditation parce qu'elles vont percevoir ça comme un outil pour atteindre une certaine paix, une certaine sérénité. Et elles vont apprendre à pratiquer les yeux fermés et finalement elles vont se replier dans une forme de bulle le temps de leur pratique. Alors quand elles pratiquent un certain temps, elles peuvent effectivement atteindre un certain état de paix, en tout cas une diminution de leur stress, mais dès qu'elles vont sortir de leur méditation et reprendre leurs activités courantes, retourner dans leurs activités ordinaires, à leur travail, à leur vie de famille, etc., eh bien tout de suite l'état habituel, automatisé va reprendre le dessus. Elles vont rapidement quitter cet état de sérénité pour retrouver un état de stress, retrouver des angoisses et compagnie. Donc ici, à l'inverse, l'idée est d'amener finalement cet état de présence, cet état de conscience dans nos activités ordinaires. Donc je referme cette parenthèse. Donc souvent avec ce groupe d'amis, on avait pris l'habitude de méditer effectivement les yeux à moitié ouverts. Et puis un jour, il nous a demandé cette fois-ci de méditer les yeux fermés. On avait fait une petite méditation peut-être d'une vingtaine de minutes. Et arrivé vers la fin de la méditation, il nous a dit en gros, là vous avez trouvé un certain état de présence, de conscience dans votre méditation, vous êtes ouvert à ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous voyez vos pensées qui défilent, peut-être des émotions qui remontent, mais vous les laissez passer, vous n'êtes pas dans un état d'identification, vous entendez les bruits autour de vous, notamment les bruits qui viennent de la rue, mais pareil, vous les laissez passer. Vous les laissez passer sans les suivre, sans vous laisser happer, distraire par eux. Et si jamais ça arrive, eh bien vous revenez, dès que vous en apercevez, vous revenez en présence, en conscience. Eh bien vous allez essayer de conserver ce même état une fois que vous allez ouvrir les yeux. Là, il nous a expliqué qu'il allait mettre devant nous un objet. Donc l'idée était de garder ce même état d'ouverture vis-à-vis de cet objet sans appliquer des jugements, sans appliquer des concepts, garder le même état de présence consciente, le même état d'ouverture qu'on l'avait fait pendant notre pratique à l'égard de ce qui émergeait à l'intérieur de nous ou des perceptions externes comme les bruits que l'on pouvait entendre.
Et là, j'ouvre les yeux et je vois devant moi, il avait posé une plante verte. Ce que le mental pourrait décrire comme une banale plante verte, comme j'en avais vu certainement des centaines dans ma vie. Mais là, d'un coup, il y a quelque chose qui a basculé. Je me suis senti touché en plein cœur par cette plante. Enfin, c'est les mots que je mets dessus aujourd'hui, mais c'est évidemment compliqué à décrire. Je me suis senti bouleversé. Il y a des larmes qui ont commencé à couler sur mon visage. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai ressenti d'un coup une bouffée d'amour. J'ai ressenti un amour énorme pour cette plante verte, comme si c'était en fait la première fois de ma vie que je voyais une plante. Et j'ai partagé avec mes amis ce que je venais de ressentir. Et je ne sais plus si c'est l'ami qui organisait la méditation ou si on m'en a parlé plus tard. Mais j'étais tombé sur cette phrase d'un auteur indien qui s'appelle Prajnampad. Il me semble que c'est l'un des maîtres spirituels d'Arnaud Desjardins. Et qui disait « Tu cesses de regarder la fleur et tu passes à la fleur est regardée par toi. » Je répète, tu cesses de regarder la fleur et tu passes à la fleur est regardée par toi. Eh bien, c'est ce que j'ai vécu avec cette plante. Je n'étais plus dans une projection mentale, dans les pensées, des pensées qui sont évidemment issues de mon expérience passée, où j'ai installé en moi des croyances prédéfinies autour de ce qu'est une plante. Et donc, le mental, dans ses projections de pensée, voilà, il va projeter des concepts. Et dans cette projection, donc de l'intérieur vers l'extérieur, il n'empêche à l'objet en question d'être vu par soi, d'être reçu, d'être perçu. Car ça implique au contraire un mouvement de réception de l'objet vers soi. Donc l'idée ici, c'est d'aller dans l'expérience directe et non pas de vivre le monde à travers des pensées, à travers des croyances, à travers des jugements. Voilà pourquoi je vous ai partagé cette expérience. Voilà pourquoi j'ai rappelé le fait que nous avions environ 60 000 pensées par jour. C'est pour vous montrer à quel point l'être humain de façon globale, et vous en faites certainement partie, comme j'en fais encore grandement partie, l'être humain a tendance à se perdre dans un monde imaginaire, un monde de pensée, un monde d'abstraction mentale. Et ça va être très important de garder ça à l'esprit, justement, quand on abordera plus tard le concept de peur. Donc je vous invite à commencer à revenir au réel, à prendre conscience quand vous vous perdez dans vos pensées et à essayer de simplement vous ouvrir à l'expérience sans porter de jugement, sans porter d'a priori, sans projeter des concepts, projeter des croyances, être simplement dans l'expérience. Comme vous le comprenez maintenant, vivre l'expérience
ce n'est pas penser l'expérience. Vous ne pouvez pas à la fois vivre l'expérience et donc être en lien au réel et penser l'expérience. Ce n'est pas du tout la même chose. Et quand vous commencez à toucher le réel, eh bien c'est là que vous commencez vraiment à goûter la vie, à ressentir ce flux de vie, de vitalité que tout être humain a en lui à la base. Regardez les petits enfants, regardez cette présence, regardez comment ils goûtent le réel, comment ils sont en rapport avec l'expérience. Eh bien c'est toujours en vous. C'est simplement que ça a été caché sous un flot de pensée. D'ailleurs, quelle est la première addiction de l'être humain? On parle beaucoup d'addiction. Et des addictions, c'est pas forcément des addictions à des stupéfiants. Maintenant, par exemple, on parle beaucoup d'addiction aux écrans, aux portables, aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont addicts aux sucreries. Ouais, il y a toute forme d'addiction. Mais la première addiction, à l'origine de toutes les autres addictions, c'est l'addiction à la pensée. Vous ne pouvez pas vous jeter sur un paquet de bonbons s'il n'y a pas déjà la pensée de se jeter sur le paquet de bonbons, s'il n'y a pas déjà la pensée bonbon qui émerge et qui est entretenue, à laquelle vous vous accrochez. Vous ne pouvez pas avoir une addiction à la cigarette ou à l'alcool s'il n'y a pas ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête. Voilà. La première addiction de l'être humain, c'est l'addiction à la pensée. Et ça a été bien ancré en Occident par cette idée « je pense donc je suis ». Donc il y a quelque chose de perverti ici, puisque l'être humain pense qu'il doit penser pour se sentir exister. Plus l'être humain pense, plus il réfléchit. Alors c'est intéressant, hein, le double sens du mot réfléchi, hein, on y reviendra peut-être. Plus l'être humain réfléchit, plus quelque part ça augmente son ego, plus il a ce sentiment d'importance. Mais plus il s'éloigne de sa nature. Plus il vit dans une abstraction et moins il est en lien avec le réel. Alors, est-ce que vous voulez goûter le réel ? Est-ce que vous voulez retrouver cette sensation du vivant en vous? Est-ce que vous voulez découvrir le monde autour de vous et non plus penser le monde? Et donc être perdu dans un monde intérieur de pensées souvent liées à des craintes, à des appréhensions, à des projections sur le lendemain, sur l'avenir. Voilà, prenez le temps d'intégrer ce qui a été dit ici et de commencer à ressentir. Car il n'y a que l'expérience directe qui compte. Sinon, c'est que des mots. Et de nouveau, si on tourne des mots en boucle dans notre esprit, on reste perdu dans le champ de la pensée. Voilà, et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions, vos partages d'expériences. Et je vous invite aussi, pour faire vivre la chaîne, si vous avez apprécié ce qui a été partagé dans cette vidéo ou les précédentes, eh bien à partager la vidéo, à liker.
et à vous abonner. À très vite.